Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio. Et cet épisode-là est enregistré dans les studios de TVC Basse-Lièvre. Ça se situe dans la région de l'Outaouais. Merci d'être à l'écoute. Pour les gens du réseau de MaTV, et consulter la programmation pour les heures de diffusion. Aujourd'hui, j'ai un autre vétéran des Forces armées canadiennes à vous présenter et vous allez apprendre à le découvrir. C'est quelqu'un qui a fait 7 ans dans les Forces armées canadiennes. Il est originaire de Shawinigan et aujourd'hui exploite la chaîne YouTube Exploring Harley. Monsieur Jean-François Dupont, bienvenue au Soundcheck Podcast. Merci d'être là, JF. Merci, Steven. On est des amis. Oui. Je suis très content que tu viennes me voir ce matin. Baisse un peu ton micro parce que je te vois pas. Je te vois entre le micro. Entre le micro et mon chapeau. Superbe chapeau que j'ai ramené d'être là. Et d'entrée de jeu, je vais dire que tu es accompagné de ton chien de service. Oui, Bonnie. Bonnie. Qui, moi, je l'ai connu bébé, un peu folle, pas encore formé pour devenir un chien de service. Mais tu m'as confié en pré-entrevue que tu as ce chien-là depuis 3 ans. Oui. Mais j'aimerais ça que tu répètes pour le besoin des auditeurs. Pourquoi tu as voulu un chien de service? Parce que dès le départ, avant même d'acquérir l'animal, tu avais le désir d'avoir un chien de service. Pour quelle raison? Pour m'aider avec... Quand je n'avais pas la tête qui réfléchissait. Quand je fais rien. En bon français. Quand je travaillais, j'avais tout le temps la tête au travail, j'avais tout le temps la tête qui travaillait. Mm-hmm. Quand ma tête travaille pas, là, à ce moment-là, ben, je fais de l'anxiété, j'ai des idées noires, notre cerveau travaille. Tu parlais dans une entrevue précédente que on a tous le même mal, mais on est fait différemment. Oui. Puis moi, ma différence, c'est que quand je fais rien, mais c'est là que j'angoisse, c'est là que mon PTSD est le pire. Fait que Bonnie est là pour me rassurer, pour garder mon cerveau actif, mais à autre chose que des cauchemars, des flashbacks, ouais. ou juste des pensées, des idées noires ou des idées que j'aimerais pas avoir. Mm-hmm. Parce que tu me disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, tu es très actif avec la chaîne YouTube Exploring Harley et tu vas sur des plateaux de tournage aussi parce que tu travailles tu travailles avec des équipes de tournage qui sont pas pour le projet Exploring Harley, mais d'autres projets de télévisuel et tu apprends ce métier-là en arrière de la caméra. Puis tu me disais, quand je suis occupé avec un tournage, Bonnie serait plus une nuisance que d'autres choses parce que je suis focus Exactement. dans ce qu'il faut que je... Puis je me donne pas la chance de penser. Mais quand je suis pas en tournage puis que je suis moins occupé, c'est là où est-ce que mon chien a toute sa raison d'être parce que ça te sort un peu de cet état-là. C'est ça. Puis mais je voyage beaucoup... Ma chaîne m'apporte à voyager beaucoup. Puis quand je voyage... Bon, en conduisant, je dois être concentré sur la route. Quand j'arrive sur un lieu où ce que je vais tourner, mais là, c'est de repérer les endroits où ce que je peux faire, ce qu'on appelle dans le jargon du métier du B-roll, des images qui vont pas être parlantes. C'est des images où ce qu'on va servir pour faire une transition. Ou... OK, on va... Parce que les gens vont dire, c'est quoi qu'il fait? C'est quoi Exploring Harley? Bon, on va l'adresser tout de suite en début de podcast. Exploring Harley, c'est... mon projet de retraite que ma psychiatre me dit quand je lui ai annoncé que je voulais arrêter de travailler, que j'étais plus capable, j'étais fatigué, j'étais épuisé, j'étais plus capable d'avoir un travail 9 à 7 ou peu importe. Je revenais chez nous, mais je décrochais jamais. Moi, je suis un gars, je décroche pas. Puis dans l'armée, on va revenir à ça tantôt. Puis Exploring Harley, c'était mon projet de retraite parce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire pour te divertir, pour te désennuyer. Te tenir occupé aussi. Te tenir occupé. Ouais. Je dis, inquiétez-vous pas, je vais me trouver quelque chose. Puis ça, c'est avant de quitter, ça c'est il y a 2 ans, avant que je quitte le Portugal, je m'en allais faire la marche de Compostelle.
au Portugal, avec un autre vétéran, Robert Trépanier, ancien adjudant-chef, ancien PTI. Robert, c'était son 4e, je crois, chemin de Compostelle. Ah oui, ah oui. Oui, et lui, il a fait le chemin espagnol, français. Il y avait plus à se repartir que les autres. Oui, faut croire. et Robert avait eu des opérations au genou, puis on s'était suivis pour cette marche-là. Puis, dans les montagnes du Portugal, je me suis foulé une cheville. Quand je suis revenu, j'avais mon ordinateur, j'avais des images que j'avais tournées un petit peu avant de partir. Fait que je me suis dit, pourquoi pas commencer à monter. Puis j'ai commencé à monter. Puis j'ai commencé ça, puis j'ai commencé ce projet-là. Puis même avant de partir, j'étais allé filmer dans quelques cimetières abandonnés, parce qu'il faut le dire à vos auditeurs, à tes auditeurs, je fais du paranormal. Okay. Je recherche le paranormal. Donc, c'est une chaîne de Paranormal Exploring Norway. Exactement, oui. J'explore le paranormal. Puis, j'avais commencé à filmer, puis j'aimais ça. J'aimais de commencer, de penser où est-ce que je vais placer ma caméra, où est-ce que je vais prendre la meilleure image, où est-ce que je vais me placer, où est-ce que je vais placer mes... Déjà, je commençais à avoir un petit peu cette graine-là. Puis quand je suis revenu du Portugal, j'ai continué à monter, mais là, je pouvais plus me déplacer parce que là, j'avais les 2 jambes à mocher. Fait que j'ai continué, puis j'ai trouvé une communauté tellement attachante, de 1. Puis de 2, j'ai créé, puis j'ai forgé une communauté. Laisse-moi comprendre. Toi, du jour au lendemain, tu décides, je vais être chasseur de fantômes. Je le sais que c'est un terme que probablement que t'aimes pas, right? Parce que, justement, le spectre du paranormal est très, très large. Il est très large, oui. Et il y a beaucoup de gens qui sont là pour... essentiellement pour l'argent. Donc, qui ne sont pas nécessairement honnêtes. Pour les bonnes choses, oui. Tu es à Compostelle, et là, c'est une idée que tu as de faire du paranormal, ou tu as eu des expériences dans ta vie qui t'ont amené à... J'ai eu des expériences dans ma vie qui m'ont amené... Moi, à la base, j'étais, comme on dit dans le jargon, un non-believer. Okay, je ne croyais absolument à rien. Moi, c'était du Hollywood stuff. C'était tout du made-up. Puis avant de partir pour la Bosnie, un de mes amis... On était dans une maison de ma ville natale qui était réputée comme hantée. Puis il a sorti un Ouija board, puis il dit on va l'essayer. Le jeu Ouija? Le jeu Ouija. Oui. Puis c'est pas la planchette qui a déplacée, c'est le board qui a complètement fait un 180. Pareil si quelqu'un aurait pris le board puis l'aurait tourné. Devant toi? Devant moi. Donc toi, t'es témoin de ça? Et on est témoin, plus 2-3 autres personnes. Fait on se regarde et on dit qu'est-ce qu'on fait là? Fait que moi j'ai dit moi je m'en vais. T'as eu peur? J'ai sorti. J'ai eu peur, mais j'étais fasciné. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est. Puis là en premier, c'était comme... Il n'y a pas personne en dessous de la table avec son genou qui aurait pu... Mais là en premier, je croyais que c'était mon ami avec son doigt qui avait fait spinner, mais c'est impossible. Le bruit que ça faisait, c'est parce que quelqu'un avait mis sa main dessus puis qu'il avait poussé. Fait qu'il y avait une pression, entre le board puis la table. Fait qu'il y avait vraiment comme une pression qui s'exerçait sur le board. Fait que ça, c'était le premier événement. Puis le deuxième événement, c'est une fois que j'ai été sorti de l'armée, j'étais gardien de sécurité au Journal de Gazette à Montréal, les anciens bureaux dans le Vieux-Montréal. Puis les autres gardiens me tiraient à la pipe en me disant qu'il y avait des fantômes dans ce bâtisse-là. Puis c'est des histoires de ma grand-mère, comme on dit. Mais quand je faisais mes rondes, j'entendais du monde marcher dans les escaliers, puis il n'y avait pas personne. Puis souvent, il n'y avait pas personne qui travaillait dans la bâtisse. Puis je me disais, c'est peut-être un gars de l'imprimerie, c'est peut-être un journaliste, quelque chose. Mais non, il n'y avait jamais personne. Puis à un moment donné, en terminant une de mes rondes, j'ai entendu du bruit dans un bureau qui était inoccupé. En allant investiguer, j'ouvre la porte, puis à ce moment-là, c'est comme un nuage qui m'a traversé. Un nuage froid, glacial, qui m'a complètement traversé, puis qui a disparu. Puis à ce moment-là, j'ai comme perdu le souffle, puis vu que je travaillais en anglais, j'ai dit « Oh, next time, just close the door ». En disant ça, la porte s'est fermée devant moi. En plein mois d'août, les fenêtres sont fermées, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant d'air. J'ai de la misère encore aujourd'hui à l'expliquer.
Quand je suis arrivé au poste de garde, j'étais blanc comme un drôle. Mon collègue, Steve, il me regarde. Il dit, yo, you got an experience, right? Tout bonnement, il me dit ça comme ça. Parce que tous les gars, ils ont tous eu une expérience différente, mais qui a mené qui les gars aujourd'hui y croyaient. Puis aujourd'hui, ça me fait... À quel moment tu as commencé à croire? Parce que tu dis, moi, ça fait longtemps que je suis fasciné, que je crois pas. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à croire. Que tu te poses des questions. J'ai tout le temps été fasciné par le paranormal. Je me rappelle qu'au secondaire, il y avait une série de livres qui s'appelle Inexpliqué, puis que je lisais avec assiduité, puis surtout la portion fantôme, la portion vraiment esprit. Puis il y avait l'autre partie aussi qui m'a toujours fasciné, c'était qu'on m'a dit le combustion subite. Mm-hmm. Fait que ça m'a toujours fasciné, ça. J'ai toujours été fasciné par ça, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de dire, bon, ben, je vais l'étudier. Mais là, en regardant des chaînes YouTube, je me cherchais une niche. Parce qu'on se dit, ils nous disent souvent, si tu veux faire du YouTube, trouve-toi une niche. Ouais. Fais pas n'importe quoi. Ta niche à toi ou tu cherchais une niche pour en consommer? Je cherchais une niche pour vraiment voir où est-ce que moi, je pourrais me situer. OK. J'étais-tu dans le reaction? J'étais-tu dans le genre tutoriel? J'avais pas... Je cherchais ma niche. Mm-hmm. J'aimais beaucoup la niche d'exploration urbaine. J'ai toujours été curieux d'aller visiter des bâtiments abandonnés, de savoir qu'est-ce que ça a de l'air aujourd'hui, ou qu'est-ce que ça aurait pu avoir de l'air à une certaine époque. C'est une bâtisse que tu as toujours voulu rentrer dedans, mais là, elle est abandonnée. Tu peux y aller. Puis il y a des bâtisses qui ont été abandonnées parce que tout le monde, d'un propriétaire à l'autre, voyait des activités paranormales. Ou avait des activités, puis que les gens, à un moment donné, ont carrément quitté puis qui n'étaient pas capables de vendre la maison. Puis c'est comme ça que souvent qu'il y a des maisons qui se retrouvent abandonnées ou des bâtiments. Puis quand tu y penses, c'est fou d'avoir abandonné une somme d'argent sur le principe de personne ne veut l'acheter parce que c'est peut-être hanté. Écoute, mais ça entre autres, mais t'as des places. Écoute, je suis allé récemment à un endroit dans l'État de New York qui s'appelle Letchworth Village. C'est un ancien hôpital psychiatrique, mais c'est un village. Ouais. Ils n'appellent pas ça Letchworth Village pour rien. Tu sais, un style Poor Farm, asile pour les personnes, santé mentale, pauvreté. Un peu le mash-up de ça. Puis aujourd'hui, c'est complètement abandonné. Il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas un promoteur qui rachète ça, dire OK, on va faire, je sais pas, des développements immobiliers. C'est à l'abandon. Il y a un autre endroit ici au Québec que dans notre passé qu'on veut probablement aussi oublier, qui sont les orphelins du Plessis. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont liés aux orphelins du Plessis qui aujourd'hui sont abandonnés. Quel? On a l'asile du Lac-Sargent. L'asile du Lac-Sargent, c'est une asile qui a été spécifiquement... C'est placardé, il n'y a plus personne qui C'est placardé, mais disons qu'il y a une couple de placards qui ont décloué par magie. Parce que les équipes vont... Mais il y a des gens qui vont là. Il y a plein d'explorateurs urbains, des photographes. Il y a plein de gens qui vont là. J'ai entendu dans les branches comme de quoi qui voudraient démolir cette bâtisse-là. Question de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont là, mais il y a beaucoup de gens aussi qui, malheureusement, se blessent parce que c'est... Écoute, c'est complètement... C'est un building désaffecté. Il n'est même pas désaffecté. Tout est encore là. Les skis de fond sont encore là. Les bottes de ski de fond sont encore là. Il y a encore des chaussures, des vêtements. Les allées de bowling sont encore là. Les équipements de football sont encore là. Personne ne vole ça. Non, mais dans la communauté urbex, de voler dans un endroit qui est abandonné, c'est très mal vu. OK. Tu parles, le mot que tu as prononcé, c'était quoi? Urbex. C'est l'exploration urbaine. C'est dans le paranormal. Le terme, non, c'est le terme qu'on va utiliser. Une personne qui va faire de l'exploration urbaine, il va faire ce qu'on appelle de l'urbex. Okay. Puis les urbexers ou ceux qui font de l'exploration urbaine, souvent, ils vont transférer dans le paranormal parce que souvent, dans les bâtiments qu'ils vont explorer, ils vont être témoins de phénomènes
qui sont pas capables d'expliquer. Fait que souvent, qu'ils vont dire, mais on va faire un peu de paranormal au travers de notre abandonné. Le meilleur exemple, pour ceux qui connaissent YouTube, ceux qui connaissent les explorateurs urbains, on a Exploring with Josh, qui est un des plus gros sur YouTube. Exploring with Josh, qui a commencé comme explorateur urbain, et une fois de temps en temps, qui va faire des enquêtes de paranormal dans les endroits où ce qu'il va savoir, où ce que l'activité peut être quand même assez élevée. Parce que c'est pas juste de se fier au dire des personnes qu'un endroit est hanté ou un endroit a de l'activité. Faut que tu t'en rendes compte. Tu peux arriver dans un endroit et dire, moi, j'ai aucune activité. J'ai aucune raison de croire qu'il peut me dire que cette bâtisse-là peut être hantée. Puis une autre personne peut aller là puis inventer. Oui, mais encore là, j'étais après de dire, peut-être qu'il y a des êtres humains qui ont une plus grande sensibilité aussi. Tu sais, les hypersensibles, les empathes, ceux qui ont qui sont capables de capter des vibrations que d'autres ne sont pas capables de capter. Il y a des endroits que, oui, il y a des gens qui vont être capables de capter certaines énergies, mais une entité va tout le temps, même en se déplaçant, elle va produire de l'énergie. Fait que si elle ne produit pas d'énergie, elle ne pourra pas se déplacer, elle ne pourra pas fermer des portes, elle ne pourra pas parler, elle ne pourra pas essayer de bouger quelque chose. Parce que ça leur demande beaucoup d'énergie. Puis quand ils déplacent de cette énergie-là, ils vont créer des courants froids ou des courants chauds. Tout dépendant. Toi, quand tu dis l'esprit qui t'a traversé, c'était-tu un courant froid? Un courant froid. Ça, c'est habituellement... selon les dires, ça, c'est les livres que j'ai lus à ce sujet-là. Les courants froids seraient des esprits de personnes qui sont décédées. Et les courants chauds seraient des esprits qu'on appelle des non-human spirits. Des esprits proprement dit... ceux qui... Comme le diable? Un peu comme... Oui. Mais, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche. Mais c'est des énergies qu'on ne connaît pas. Qui sont là. Mais qui n'auraient pas été terrestres. Qui communiquent avec nous, qui n'ont jamais eu de corps terrestre. C'est la première fois que j'entends ça. Qui n'ont jamais vécu sur Terre physiquement, mais sont là, sont présents, ils ont une particularité dans leur univers. C'est quoi? Je pourrais pas le dire. Dans quelle dimension ils vivent, je ne sais pas. Mais souvent qu'on va arriver dans des endroits qu'on va avoir des entités qu'on appelle non-human spirits. Et à ce moment-là, c'est plus difficile de communiquer avec eux parce que des fois, même eux ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont. Promis, on parle de ta carrière, mais ça m'intéresse tellement. Continue. Est-ce que ça arrive ou est-ce que c'est arrivé que tu as fait appel à quelqu'un qui se dit médium pour justement aller explorer les endroits où est-ce que tu vas? J'ai travaillé avec des médiums. J'ai travaillé avec une médium que même encore aujourd'hui, les réponses qu'elle me donnait par rapport aux réponses que j'avais coordonnaient beaucoup. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à saisir comment qu'elle pouvait savoir ça avant que le mot puisse sortir ou avant que quelque chose puisse parler d'un événement X ou quelque chose de même. Fait que c'est comme... J'ai certaines réserves sur les médiums parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Ben oui. Il y a beaucoup de mind readers, comme on dit, des personnes qui vont être capables de te décoder, de te lire, puis qui vont te poser des questions que quand ils répondant tout bonnement, mon Dieu, tu sais ça, toi? Mais c'est juste en posant des questions. Spécialiste du body language, spécialiste du profilage. Ce qui me fait me poser des questions encore aujourd'hui, c'est qu'il y a deux personnes différentes qui se prétendent médiums, qui m'ont dit la même chose toutes les deux. Puis les deux personnes ne se connaissent pas, puis ne vivent même pas dans la même province. Fait que déjà là, en partant, c'était comme, OK, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être un 75% de vérité pour un 25% de bullshit, ou un 25% de vérité contre un 75% de bullshit, je ne sais pas. Mais je ne suis pas dans leur tête, fait que je peux pas déterminer si
ce qu'ils disent, c'est véridique, Ouais, ou oui. s'ils voient vraiment des entités quand elles le voient. Mais j'ai des histoires de personnes qui ont rencontré des médiums ou que des gens sont rentrés. Gettysburg. La meilleure place, c'est Gettysburg. Je suis en train de visiter une maison qu'une dame est en train de rénover. Puis elle me dit tout bonnement qu'une moment donné, une dame a arrêté puis qu'elle a dit qu'il y avait un soldat qui watchait par la fenêtre d'en haut. Puis à l'endroit exact où ce qu'elle s'était fait dire qu'il y a un soldat qui regardait par la fenêtre, quand elle a fait ses rénovations, elle a trouvé des balles de mousquet qui étaient tombées par terre. Fait qu'il y avait un sniper qui était embusqué là, qui a reçu une balle perdue, ou que. On le sait pas. Mais c'est encore le côté qui me fait poser des questions, c'est comment cette personne-là pouvait savoir qu'à cet endroit-là précis, il y avait un soldat qui était là pendant la bataille, puis qui aurait pu échapper ces artefacts-là. T'as-tu peur des fois de passer pour un fou ou de passer pour quelqu'un oui. qui... Je sais qu'il y a des gens qui peuvent penser que c'est un illuminé ou c'est... Mais... Ben, sans être illuminé, mettons, d'un point de vue médical, dire, bon, ben, c'est de la psychose. Ou, tu sais, il y a une portion de... comment je pourrais dire ça? Psychosomatif. Dans le sens qu'on veut tellement y croire qu'on le voit. Et c'est ça. Mais encore là, je vais faire attention. Parce que pendant mes vidéos, je vais en parler beaucoup. Avant de joindre les forces, j'ai eu la chance de faire une session de cégep en psychologie, mais j'étais fasciné par le côté biologique du cerveau. J'ai tout le temps été fasciné par le cerveau humain. Puis je sais que le cerveau humain est une chose qui est très forte, très puissante, puis qu'on ne l'utilise pas à son plein potentiel. Mais encore une fois, notre cerveau, qui est une batterie, qui est un ordinateur central, quand on décède, toute cette information-là, où elle va? Elle va quelque part. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans l'air? Tous les atomes, toutes les molécules, on ne les voit pas. Mais toutes les molécules-là d'énergie, quand elles sont libérées, on ne les voit pas plus. Mais qu'est-ce qui nous dit que ces molécules-là n'auraient pas un peu d'intelligence au travers de elles? C'est ça. Fait que moi, ce que je... On a toujours peur de ce qui n'est pas explicable. Exactement. Puis souvent, je vais expliquer aux gens, me dire, il y a des choses toi, que tu ne comprends pas dans la vie que tu veux comprendre. Ben, moi, c'est ces choses-là que je ne comprends pas que je veux comprendre. Si tu trouves que je suis un illuminé parce que je parle aux morts ou que j'utilise des objets que toi, tu trouves que ça n'a aucun sens, que j'utilise ça pour parler aux esprits, ça, c'est ton opinion. Mais... Tu respectes que les gens... Moi, je vais respecter son opinion. Un jugement sur ce que tu fais puis ce que tu racontes. C'est ça. Mais donne pas ton opinion sans savoir ce que je fais sur ce que je suis ou ce que je vais vivre comme événement dans un endroit X ou dans un autre endroit. Chaque expérience est propre à chaque personne. Moi, j'essaie de montrer l'expérience que je vais vivre sur le moment quand je vais faire une enquête dans un endroit. Puis même là, à ce moment-là, c'est même pas des enquêtes que je vais faire, je vais vivre une expérience paranormale. De faire une enquête proprement dite, ça une expérience que tu peux pas expliquer le pourquoi, du comment c'est ça. Cette chose-là est arrivée. Une enquête proprement dite, c'est 3-4 jours dans la même bâtisse, tu sors plus de là, puis tu fais juste écouter, puis enquêter, puis filmer, puis enregistrer, puis poser des questions. C'est une enquête. Quand on va à un endroit, on passe la nuit là, puis on quitte le lendemain, on vit une expérience paranormale. On essaie de répondre à des questions. On repart souvent plus avec des réponses, avec des questions que des réponses. On aimerait avoir plus de réponses pour dire, ben finalement, c'est moi qui ai trouvé c'est quoi qui se passe ici. Mais souvent, on doit retourner au même endroit pour justement finir par comprendre c'est qui l'entité avec qui on communique. Pourquoi qu'elle est là? Parce qu'il peut avoir une continuité dans la relation que tu as avec des entités. Oui, parce qu'il y a des entités qui vont venir, qui vont, en bon français, s'attacher à toi. C'est un peu comme dans la vie.
C'est comme dans la vie. Tu sais, Il trouve sympathique. Puis... Ben, c'est que je suis allé enquêter à un endroit au Nouveau-Brunswick où un aviateur a été pendu en 1942. Puis, en étant militaire ou ex-militaire, en étant vétéran... Je t'ai dit qu'on allait parler de ta carrière. C'est l'approche que je donne que je donnais à cette entité-là pour communiquer avec. Oui. Puis, quand je suis retourné, en demandant « Est-ce que tu te souviens de moi? Remember me, a French guy. » Mon ami qui est dans une pièce différente avec des écouteurs sur la tête, on fait ce qu'on appelle une Estes méthode, c'est les stations de radio qui scannent, puis elle entend des choses, puis elle répète ce qu'elle entend. Elle nous entend pas, là, poser des questions. Quand je lui dis « Est-ce que tu te souviens de moi? » elle me nomme Jeff. Elle dit, Jeff, you're doing great, Jeff. Au travers d'une onde radio? D'une onde radio. Elle a entendu ça dans les écouteurs, puis elle fait juste me répéter. Fait qu'elle peut pas entendre la question « Qu'est-ce que j'ai demandé? Comment tu fais savoir une entité francophone, anglophone ou d'une autre langue? Moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'on décède, qu'il n'y a plus de barrière. Donc, tu parles tous les langues? Tu parles tous les langues, tout ce que tu voulais savoir, tu le sais. C'est un peu le savoir infini. C'est que, tu sais, quand je parlais du cerveau tout à l'heure, on utilise peut-être à peine 2% de notre cerveau. Si on utiliserait notre plein potentiel de notre cerveau, tu saurais parler toutes les langues que c'est la planète. T'aurais la pensée infinie. Ouais. Loin de là, la volonté de te pogner, mais si on dit que ces entités-là sont pris entre deux mondes, si on le savoir absolu, pourquoi ils savent pas? Ils savent pas comment passer de l'autre côté puis ne plus être dans cette zone de transition-là? Parfois, ça fait partie, que je pourrais dire, de leur cheminement, de leur cycle. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué à un moment donné qu'une âme va avoir plusieurs vies, et sa dernière vie, quand sa mission est accomplie ou qu'est-ce qu'elle devait faire a été fait, à ce moment-là, elle devient ce qu'on appelle un spirit guide ou un ange gardien. Mais au travers de toutes nos vies, on a tout le temps quelque chose qu'il faut accomplir. Ce qu'on ne sait pas. Fait que là, encore là, sous-entendu, tu parles de réincarnation. Oui. Donc, plus qu'une vie. Exactement, oui. Parce que là, on va vraiment... Parce que pour comprendre le paranormal, il ne faut pas non plus s'arrêter à une religion ou penser en une dimension. Il faut penser vraiment... Justement, je m'en allais te dire. Outside of the box. Oh, je pourrais pas te dire. Il y en a plus qu'une. Il y en a plus qu'une. Puis ça, c'est pas juste moi qui le dis. Les scientifiques l'ont dit. Il y en a qui disent que les animaux sont capables de voir une autre dimension. Une autre dimension, parce que nos cônes d'œil ne voient seulement qu'un certain spectre de lumière. Les animaux voient certains autres spectres de lumière. OK. Jeff, la question qui tue, est-ce que la Terre est plate? Non, elle est ronde, bon. Malheureusement. On en parle d'Alert parce que c'est une mission des Forces armées canadiennes, c'est une mission à l'intérieur de notre propre territoire. On envoie des hommes et des femmes là pendant 6 mois. Et au bout de ça, il y a une reconnaissance, il y a une médaille qui a été frappée parce que vivre dans le Nord, c'est pas évident. Mais avant ça, Jean-François Dupont s'est enrôlé à quel âge dans les Forces armées canadiennes? 18 ans. 18 ans. Flambant neuf. Flambant neuf, je venais à peine d'avoir 18 ans. Tu venais d'une famille fonctionnelle, dysfonctionnelle? Oui, fonctionnelle. Père, mère, toujours. Ben de l'amour, ben de l'affection. Oui, mon père est décédé malheureusement il y a 13 ans d'un cancer. C'est sympathique. C'est le seul moyen que mes parents se sont séparés, c'est que jusqu'à la mort nous sépare, comme on a dit. Puis c'était le cas de mes parents. Mais foyer... il est décédé de quoi, ton père? Cancer du poumon. Okay. Cancer de la Fais-tu un fumeur? Oui. Puis on attend... il y a un recours collectif. On attend notre chèque. Ouais. Oui. Tu es déjà inscrit? Oui, mon père était déjà inscrit. Mon père s'était inscrit quand le recours a été déposé. Mes deux parents ont fumé énormément aussi. Mais ils sont décédés de cancer, mais pas de cancer du poumon. Je pense, je vais essayer d'intégrer le recours collectif, mais je pense... Puis, mais si on souffert de MPOC, il y a les MPOC aussi qui sont inclus là-dedans, les maladies pulmonaires. Là. En fait, ce qu'on m'a dit, c'est que le recours collectif est
eux responsables d'aller chercher l'information dans les dossiers médicaux des gens. Ouais. Anyway, c'était juste une parenthèse que je voulais faire. Mais c'est ça, foyer normal. Personne de Shawinigan. Shawinigan. C'est un petit village. Petite municipalité. Y a-tu beaucoup d'ouvrages à cette époque-là? À l'époque, oui. Les moulins de papier étaient encore présents. Il y avait encore beaucoup d'industries présentes en Mauricie. La Mauricie est encore beaucoup prospère. On parle de 92, début des années 90. Dans la ville de Trois-Rivières. Ça sentait ça sentait la bonne Wayagamac à Trois-Rivières. Mais puis à l'époque, mais le premier ministre était notre député, M. Chrétien. Oui. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est la seule mauvaise chose qu'on a exportée, mais en fait, c'est une bonne jack. Ça a donné beaucoup d'emplois à Revenu Canada. Oui, mais c'est ça. Là, il a fait venir Revenu Canada et tout. Mais c'est ça. Je me suis enrôlé dans la réserve au 62e régiment d'artillerie de campagne, qui était le régiment qui était à Shawinigan à l'époque, qui était une ancienne batterie antiaérienne durant la Deuxième Guerre mondiale, qui est devenue un régiment de réserve. Et c'est avec le 62e régiment, avec la réserve, que j'ai été détaché avec le 3e bataillon du Royal attaché au 3e pour aller en Bosnie en 95. Un peu compliqué, mais pas un peu compliqué. J'étais supposé en premier, c'était toute une histoire. En premier, j'étais rattaché avec le 2e bataillon du 22, puis eux partaient en Somalie. Okay. Puis c'était le 2e commando du régiment aéroporté qui partait en Croatie. Là, à un moment donné, en plein milieu d'entraînement, non, là, on virait ça de bord. C'est le 2e 22 qui part en Croatie, puis le 2e Airborne qui part en Somalie. Fait que là, on me dit, finalement, Dupont, tu pars pas avec nous autres, tu vas être stand-by. OK. Fait que là, tu étais sur la réserve. J'étais stand-by. L'arrière-garde, en fait. C'est ça, l'arrière-garde ou le stand-by. C'est si, exemple, parce que les gens sont déployés par plusieurs... on était déployés par 103 vagues. Il y avait 3 gangs qui partaient. Puis celui qui partait sur la 2e gang, il y avait un cuisinier qui a fait une crise d'appendicite. Fait qu'ils ont dit non, tu peux pas partir. Attends un peu. Tu dis, je m'enrôle comme artilleur. Ah, non, oui. J'étais pas artilleur. Je m'étais enrôlé comme artilleur, mais on a découvert, ou j'ai découvert, que je suis daltonien. C'est vrai? Oui, je savais même pas. Mais il y a plusieurs niveaux de daltonisme. Moi, c'est ce qu'on appelle... J'étais colorblind niveau 3 qu'ils appellent. C'est que les couleurs qui vont se rapprocher beaucoup, je vais les confondre. OK. Genre le vert. Le vert, je le vois. Mais si, admettons, il y aurait un vert d'un ton plus bas, mais moi, je verrais le dominant qui est le plus foncé. OK. Toujours. Peu importe la couleur, c'est le dominant que tu captes. Puis à cause de ça, il y avait des codes de couleurs sur les obus. Malgré le fait que je les voyais très bien, ils ont dit non, tu peux pas faire ce métier-là. Fait que ils m'ont nommé d'autres métiers. Ils ont dit il y avait mécano, weapon tech, cuisinier, admin. Je dis cuisinier, why not? Si j'aime pas ça, je changerai le métier éventuellement. Mais j'ai adoré ça. Parce que un peu comme tes anciens invités, j'avais le goût d'aider. J'avais un sentiment d'aider très fort. Puis de servir. D'être le gars qui est en arrière, qui donne à manger à quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur, mais que parce que je viens d'y donner à manger ou que je viens d'y compter une joke, il est de bonne humeur aujourd'hui. C'était de servir ceux qui servent. Puis j'ai adoré mon métier. Premier levé, comme on dit, le dernier couché, le premier arrivé, le dernier parti, mais j'aurais pas changé de métier pour autant. Comment ça... C'est quoi la formation d'un cuisinier dans l'armée? Ben, dans la réserve, il nous faisait passer un MQ3 ou un cours de base de cuisine. Parce que tu as eu aussi ton cours de base de soldat. Cours de recrue, oui, c'est ça. Formation de, je vais dire, soldat d'infanterie de base. Ben, nous autres, c'est plus... Moi, j'ai fait plus un cours de recrue réserve. OK.
Puis après ça, j'ai fait mon cours de métier cuisinier qui se passait au Camp du Bay à Valcartier. On apprenait on apprenait le métier. Les couteaux, quel type de couteau, ça sert à quoi, les planches à découper, tous les autres objets, les autres outils qu'on peut utiliser en cuisine. La chimie de base de la cuisine aussi? Entre autres, là, ceux qui ne savaient pas cuisiner, ben là, il y en avait dans notre cours, aussi niaiseux que ça peut se paraître, ça ne va même pas faire cuire un œuf. Là. Écoute, hier, je suis allé sur Internet justement pour savoir comment ça se fabriquait de la sauce barbecue. J'ai aucune idée c'est quoi la base de la sauce barbecue. Puis là, je vais voir ça, puis... Écoute, c'est des recettes, c'est ça. C'est la base, dans le fond, d'apprendre à cuisiner. C'est ça. Puis ma mère, j'ai tout le temps été par-dessus l'épaule à ma mère à regarder cuisiner quand elle faisait ses pâtés, des choses comme ça. J'aimais ça. OK. Je me gênerais pas de le dire, j'aimais ça. Puis j'ai fait ce métier-là, écoute, comme je dis, j'aurais pas pu changer de place avec d'autres métiers parce que quand t'es cuisinier, en bon français, t'es chum avec tout le monde. Ouais. Tout le monde devient ton chum. Tout le monde veut être ton chum. Tout le monde veut être ton chum, ouais, surtout quand il part dans le clos. Ou surtout quand ils veulent avoir des night lunch. Et ouais, ça aussi d'ailleurs. Mais tu sais, c'est là que t'apprends à te faire des contacts. Puis c'est là que t'apprends à connaître les gens, puis vraiment à rencontrer plus de gens parce que des fois, tu étais avec un de tes collègues que ça fait plus d'années que toi qui est là, puis lui, connaît beaucoup plus de gens. Fait qu'à ce moment-là, il te présente à ces gens-là, il t'amène... Tu grandis ton réseau d'amis à quelque part. Tu grandis ton réseau. Puis quand tu vas travailler sur des tours, des choses comme ça, ben, quand tu as besoin d'un service, ben, souvent que la personne que tu as aidée va être la personne avec qui tu as besoin pour ce service-là. Ouais. Fait que c'était ce côté-là du métier que j'aimais. Qu'est-ce que tu préférais davantage? Est-ce que tu préférais davantage travailler en cuisine complète sur une base? Parce que vos cuisines sont très... C'est gros, là. C'est une cuisine... c'est des cuisines commerciales d'envergure. Ou t'aimais mieux être dans un petit trailer déployé? La kitchen trailer. Oui? Les kitchen trailers en exercice, j'aimais ça. J'adorais ça. Pourtant, mettons, tes outils sont beaucoup plus restreints. T'es plus restreint, mais... T'as quand même... Parce que les cuisines, les kitchen trailers qu'on avait... Ben, je sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont de l'air, mais... Je vais t'expliquer aux gens, c'est quoi un kitchen trailer? Une kitchen trailer, en bon français, c'est une remorque. Une grosse tente roulotte qu'on ouvre puis qu'on transforme en cuisine. C'est déjà prêt. Il y a déjà des fours, il y a déjà des... Tout fonctionne au gaz là-dedans? Oui, tout fonctionne au propane. Toutes les lignes sont déjà installées, tiroirs, puis tout. C'est déjà fonctionnel. C'est juste à la lever, placer étoile. C'est qui fait ça pour vous autres? C'est nous autres. OK, fait que t'apprends aussi à monter ta cuisine. Des connexions de gaz, mettre tes bonbonnes. Mettre tes bonbonnes. Si tu es en exercice, exemple, quand on allait à Gagetown, ça arrivait des fois qu'il fallait se déplacer avec une kitchen. Ben là, on se déplaçait avec une kitchen, puis on suivait une batterie. Fait qu'on suivait cette batterie-là. Fait qu'on était rattaché avec cette batterie-là. Fait que quand la batterie se déplaçait, mais nous autres aussi, on se déplaçait. Fait que pour amener le lunch. Pour amener le lunch. Fait que là, quand on arrivait sur une position de gun, ben nous autres, il fallait trouver notre position. Là, ils nous disaient, ouais, si tu parques ça là, on reculait ça des fois entre 2 arbres, entre 3 arbres, mettre un cabinet par-dessus parce qu'il fallait se camoufler nous autres aussi. Parce qu'il fallait pas laisser savoir que, hey, il y a une cuisine là, ça veut dire qu'il y a du monde là. Ouais. Puis ça devient un point stratégique. Si tu coupes la bouffe, c'est difficile. Là. Exactement. Ouais. Fait que il avait essayé ça quelques fois de dispatcher des équipes de cuisiniers avec soit avec des pelotons d'infanterie ou des batteries d'artillerie ou juste peut-être de suivre un escadron de blindés. Le 2 tonnes et demi en arrière, quand les blindés sont à quelque part, lui, il se parque, il prépare sa nourriture, il donne à manger à son monde, puis après ça, on repart. Je suis curieux. Qui décide des repas? Puis qui décide la quantité que tu peux donner aux troupes? Tout est déjà prédéterminé dans les... Pour les repas, c'est soit un adjudant-maître ou un adjudant-chef qui va, lui, déterminer c'est quoi. On a des ce qu'on appelle... pas cuisinier pantoute, ce qu'on appelle des menus cycliques. Oh oui!
Parce que l'adjudant-maître cuisinier... Ah, OK, c'est adjudant-maître cuisinier. L'adjudant-maître cuisinier, lui, il a tout fait les étapes. Il est parti de private. Il sait comment vraiment... Il est allé de couper des patates à administrer une cuisine. Ouais. Puis, un moment donné, je jasais avec feu adjudant-maître... j'ai oublié son nom. C'était l'adjudant-maître des cuisines à Valcartier. Tellement gentil. Il dit, quand tu commences, il dit, tu travailles dans le restaurant. Puis il dit, quand tu es rendu à mon grade, c'est que tu gères le restaurant. Mais c'est la même chose. C'est, t'apprends de la base jusqu'à temps de gérer toute la patente. Fait que c'est lui qui va commander ou c'est l'adjudant qui va commander. Bon, ben là, t'as tant de gars à nourrir. Fait que tu pars avec tant de pommes de terre, avec tant de viande. Tu peux pas. Tu peux pas parce que si t'arrives short, c'est un gars ou peut-être 10 gars puis 10 filles que tu nourris pas. Exactement. Fait que faut que tout le temps que t'arrives over parce que tu vas nourrir ton monde. Une fois que ton monde est nourri, s'il y en a qui en veulent encore, là, à ce moment-là, eux autres, ils peuvent venir comme en cherchant encore. Ben, c'est ça. Parce qu'on le savait, veut pas, qu'on avait des plus gros mangeurs, puis on avait des gars et des filles qui travaillaient un petit peu plus dur. Ben, les gros dépensaient plus d'énergie, avaient besoin de plus de nourriture pour passer le fuel. Mais tu sais, j'ai connu une fille qui était aux ingénieurs, puis calvaire, ça mangeait autant que les gars. Métabolisme finalement. Elle était tout le temps en train de travailler. Il était tout le temps en train de travailler physiquement. Fait qu'il devait se rassasier. Une commis clerk, elle ne mangera pas 2 assiettes. Elle va manger 2 assiettes, elle va s'endormir sur son bureau le reste de l'après-midi. Fait qu'elle va manger qu'est-ce qu'elle est capable. Fait qu'on savait à quelque part qu'on avait du monde qui allait manger un petit peu plus. Fait que c'était normal d'en faire un petit peu plus. Moi, dans ma carrière, j'ai jamais été rationné. Jamais. Même au contraire, il y avait toujours, à mon sens, à moi, de l'abondance. Ça t'es-tu arrivé de travailler avec des ressources plus restreintes ou est-ce qu'ils ont dit, regarde, il y en a pour 150 hommes, il faut que tu en fasses manger 170? Dans les ORFC, il y a des barèmes qui sont écrits. Un soldat doit manger, je pense, c'était 6 onces de viande, il y avait 8 onces de légumes et 6 onces de pommes de terre, quelque chose comme ça. Ouais. Tout dépendant. On suivait pas, on n'arrivait pas avec notre balance, commençait à peser le lunch. Ah on y allait à l'œil, on se disait à peu près, on a tant de personnes, ça nous prend tant de livres. On le savait qu'il allait en rester. Ouais. Mais les restes pouvaient servir soit pour le repas du lendemain, tout dépendant de la quantité. Mon night lunch. Des fois, on avait des night lunch. Des fois, on avait du monde sur des postes d'OPI, fait qu'on envoyait des lunchs et des postes d'OPI, des choses comme ça. Ceux qui étaient sur la garde. C'est ça, des CA-box, des choses comme ça. Fait qu'on on prévoyait tout le temps les quantités. Qu'est-ce qui arrive quand que tu manques une recette? Mettons, il arrive un avarie, là. Si tu es capable, tu vas courir à l'épicerie le plus loin. Le chef t'aime pas, de un. Puis de deux, ben, faut que tu recommences. Faut que tu recommences, puis là, tu dois le recommencer, puis tu dois le faire assez rapidement pour qu'il soit prêt pour le repas. Ouais. Parce que sinon, s'il n'est pas prêt pour le repas, ou tu l'as scrappé carrément, puis c'est là que tu viens d'enlever un choix. Là, on en fait de la nourriture, tout le monde chez eux. Ça arrive que tu brûles de quoi, là? Ça arrive que tu échappes la salière au complet. C'est arrivé. J'ai vu du monde qui avait oublié des pannes dans le four, que ça a collé dans le fond. Moi-même, j'ai scrappé une batch de spaghettis à mon début parce que je pensais que ça se brossait tout seul. Tu t'excuser personnellement? Je m'excuse aux Forces armées canadiennes d'avoir scrappé. Non, au gars qui attendait après le spag. Au gars qui attendait le spag en Bosnie, d'avoir scrappé à peu près 5 livres de spaghettis. Mais, tu sais, quand tu oublies de le brosser, ben ça pogne d'un point. Ben, c'est ça, ça a pogné d'un point, mais j'ai déjà vu quelqu'un qui a overcooké, qui a trop cuit justement des pâtes. Ça a fait une bouette inimaginable que c'était comme, c'est quoi ça? Fait. Explique-moi, les cuisiniers dans les forces sont reconnus
pour être dans des excellents cooks. Oui. Même qu'il y en a qui participent à des compétitions Oui. et gagnent des compétitions ou se positionnent très, très bien au niveau, à l'international. Oh, oui! Hein? J'ai connu des cuisiniers qui avaient l'équivalent de cordon bleu. Là. Exactement. Tu sais, tout le monde connaît les étoiles Michelin. Oui. Mais je ne sais pas si l'armée, les Forces armées canadiennes se sont vues octroyer des prix prestigieux comme celui-là. De mémoire, il me semble, la base militaire de Valcartier, la cuisine. Je sais que la cuisine, je sais qu'ils ont eu souvent des félicitations. Je me rappelle une année, c'était l'unité de la Mountain Infantry qui était en entraînement de la National Guard du Vermont qui était en entraînement à Valcartier. Puis, eux, ils travaillaient encore avec les vieux poêles au gaz à l'essence. OK. Qu'il fallait pomper, il fallait mettre de l'air les fours les poêles M2 qu'on appelait. Là. J'ai jamais connu ça. Denis a sûrement connu les bons vieux M2 qui nous explosaient en pleine gueule. Mais ces poêles-là, les Américains travaillaient juste avec ça. Le cuisine n'était pas fité pour le propane. On leur a montré comment travailler dans le clos avec du propane. Comment ne pas préparer du frais dans le kilo. Les autres, ils mangeaient, c'était tout en poudre. Des œufs en poudre. Des patates en poudre. C'était juste ces saucisses, c'était pas en poudre. Là. Tout était en poudre pour eux autres. Ouais. Fait qu'on leur a montré comment cuisiner du frais, comment travailler avec un reefer, puis tout ça. Puis je me rappelle... Comment le conserver aussi, parce que mais c'est ça. Puis ils ont fait leur mess dinner, ou le souper de fin d'entraînement. C'était quasiment comme un mess dinner au 505 à Valcartier, à la cuisine des hommes à Valcartier. Puis je me rappelle, j'avais reçu un coin d'eux autres en remerciement. Ouais. À cause de la bonne bouffe qu'on leur avait donnée, je me rappelle que le commandant nous avait dit, je pense que j'ai pris 15 livres depuis que je cite, là. Mais... les cooks canadiens, vous m'avez toujours fait manger bien, là. C'est même pas... C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Puis la seule chose, c'est que je me posais la question, parce que souvent, il y a des recettes dans les Forces armées canadiennes, indépendamment sur quelle base, sur quel escadre que tu vas, tu revois toujours les mêmes recettes. Donc, il y a un livre de recettes. C'est un menu cyclique. Oui, exactement. Bon. C'est un menu cyclique qui va revenir à tous les mois. Pas nécessairement dans les mêmes ordres. Exemple, le vendredi. Le clam chowder. Le clam chowder du vendredi ou le fameux Taco Tuesday, ben c'est là. Il y a tous les jeudis. Il y en a qui attendent juste ça. Tous les mardis, ils vont avoir des tacos parce que c'est le Taco Tuesday ou je me rappelle à un moment donné, le vendredi, c'est parce qu'on faisait des frites. Là, il y avait des frites le vendredi, les gars se garochaient puis ils venaient manger des frites. Parce que les gars mangeaient, c'était le seul junk food qu'il y avait. Ouais. Jusqu'à temps qu'on crée, à un moment donné, on avait 2 lignes de service. On avait la ligne où on avait un repas normal ou un repas style cafétéria. Puis on avait une autre ligne de service où ce qu'on appelait le côté snack bar. Où on servait genre pizza, doigts de poulet, croquettes, burger, hot dog. Le fast-food. Puis on n'a jamais non plus été obligé à aller vers le menu santé ou vers le fast-food. Dans ton expérience à toi, les soldats, dans leurs décisions, allaient davantage vers le fast-food ou davantage vers Je te dirais que c'était 50-50. Ah oui, hein? Et oui, il y avait autant de monde du côté des repas équilibrés que du côté du fast-food. Du côté du fast-food, on avait beaucoup les jeunes, puis on avait beaucoup les pressés. Le gars que lui, il a juste 15 minutes pour dîner. Et lui, il n'a pas le temps. Lui, c'est... Faut qu'il dîne. Faut qu'il retourne au QM. C'est ça. Faut qu'il retourne au QM ou faut qu'il retourne son truck. Ils ont besoin du truck à soir, puis il n'a pas fini de travailler sur le truck. Lui, il faut qu'il retourne. Fait que souvent, c'était des gars-là qui mangeaient souvent dans le fast-food. C'était quoi le ratio femme-homme en cuisine? As-tu un 50-50? Je te dirais à peu près oui. Okay. On avait beaucoup d'hommes quand même, mais on avait beaucoup de femmes, mais je te dirais qu'on avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Parce que, puis encore une fois, tu sais, c'est pas parce que une femme a sa place dans la cuisine, ben au contraire. Là, j'ai connu des gars
qui étaient des excellents cuisiniers, qui faisaient des affaires extraordinaires, que peu importe le métier, que tu sois un gars ou une fille, tant que tu fais ta job comme il faut, c'est le principal. Fait que Fait que premier déployé en 1995, Bosnie. C'est quoi tes défis que tu rencontres en Bosnie comme cuisinier? Oh mon Dieu. C'est ta première mission? Première mission. Ouais. T'as-tu peur? T'arrives là, Écoute, quand je suis arrivé là, j'avais 21 ans. Coquin, puis tu sais, bon, on va là. Sûr de toi. Bon, mais on va sauver le monde. Ouais. Tu débarques de l'aéroport, de l'avion à l'aéroport. Quand on est arrivé à Split, en Croatie. Il n'y avait plus rien en Croatie en 95. Là. Split, là, c'était redevenu quasiment une station balnéaire, les belles petites maisons blanches, l'océan. On était loin de 1992. Ah, oui, là. Mais ce qui se passait dans les terres, par exemple, ça brassait encore. Là, parce que les Serbes ne reconnaissaient pas encore tout ce que l'ONU leur avait imposé comme sanction. Ouais. Puis ils ne respectaient plus Parce que aucune... t'avais le retour des Croates dans les maisons. C'était ça? Ben, les Croates, ils se sont joints aux Bosniaques, pardon, en 95, parce que les Croates étaient tannés aussi un peu de parce que en fin de compte, c'est un peu les Serbes qui ont foutu la merde un peu partout, parce qu'en Croatie, t'avais les Croates, t'avais des Serbes, les Croates se battaient contre les Serbes. Quand les Serbes se sont retirés de Croatie, les Croates sont venus joindre aux Bosniaques pour continuer à défendre leur position. Contre les Serbes. Fait que les Croates et les Bosniaques se sont associés vers la fin. Les plus gros défis qu'on avait, je te dirais que c'était de faire attention, justement, aux quantités de nourriture, comment qu'on a fait. De ne pas faire d'erreur. Exemple, si je fais cuire quelque chose, si je le scrape, je scrape peut-être un repas pour demain. Je scrape peut-être pas un maxi au coin de la rue. Non. Là. Le maxi, là, il venait une fois par semaine, il partait de Primochten, puis c'était un convoi de troc qui s'en venait. Fait que si le convoi de troc se faisait barrer, puis il revirait de bord, puis il retournait à Primochten, nous autres, on était pognés avec ce qu'on avait. On pouvait se débrouiller avec ce que les locaux pouvaient nous offrir. Je sais que notre pain, on avait aucun... On avait seulement que le pain tranché qu'on se faisait envoyer, le pain commercial. Mais les autres pains, comme les petites miches, les choses comme ça, on achetait ça d'un boulanger local. Okay. Hein, notre boulanger local a été très, très, très utile à un certain moment donné pendant le tour. Ouais. Parce qu'on avait des gars qui étaient pognés sur un poste d'OPI, puis on n'avait aucun moyen de leur envoyer de la nourriture. La seule personne qui passait, c'était lui. Okay. Fait qu'à lui, on lui donnait de la nourriture, on lui donnait du stock, puis il amenait ça au gars. En même temps qu'il nous... échange de quoi? Te souviens-tu? Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. Je pense que c'était juste... Ça lui faisait plaisir. Ça lui faisait tellement plaisir de le faire pour nous autres. À tous les matins, quand il venait nous livrer notre pain, il se pognait 2-3 slices de bacon. Il était musulman non pratiquant. Fait qu'il mangeait du bacon, puis il faisait capoter les petites filles dans la cuisine, mais... On le laissait un peu faire ce qu'il voulait. Puis quand on lui a demandé ça, il dit « Je vais anyway le mener du pain. » Fait que ça va me faire plaisir. Fait qu'on a fait une boîte, on a mis du stock, pot de beurre d'arachide, cheese whiz, tout ce que les gars avaient besoin. À alimenter les gars sur l'OP avancé. Puis les gars, on leur envoyait ça sur l'OP. Puis je pense que le boulanger, à un certain moment donné, il avait amené du courrier même au gars. Le commandant avait demandé au boulanger. C'était rendu une estafette pour vous autres. C'était rendu une estafette, mais c'était le seul qui réussissait à passer les lignes serbes, parce que sinon, les Serbes se doutaient. Les Serbes ne voulaient même pas nous laisser passer, parce que lui, c'était sa ronde de pain. Ouais. Il allait dans le village-là, il allait livrer son pain, puis il allait livrer du pain aux soldats, puis il laissait du pain en même temps aux Serbes. Fait que tout le monde était heureux. Fait que ça, c'était un de nos gros défis, ça, d'envoyer du lunch à nos gars, puis
de savoir, on va-tu avoir des réactions ce soir, le convoi va-tu passer, va-tu pas passer, puis ça, c'est sans compter les tirs d'harcèlement, puis les grenades qui garochaient sur le camp, parce que il y en a qui avaient de l'air à trouver ça drôle. Pour aucune raison. Maintenant, on voyait apparaître une grenade à terre. C'était comme... Mais c'est du terrorisme. Oui. Oui, c'était du harcèlement. C'est qu'ils voulaient nous faire quitter la zone. Quand je suis parti pour mon LTA, je me rappelle que on était sur le bateau, puis à un moment donné, il y a un adjudant qui est venu nous voir. Il dit, bon, ben les gars, il dit, il faudra qu'on sache exactement où est-ce que vous êtes, parce que il dit, même que vous revenez, ça se peut qu'on soit pas capable de retourner. Comment ça se fait? Il dit, ben, quand on a quitté hier, il dit, pendant la nuit, il dit, les sables sont arrivés puis ils ont miné tout le tour du quai. Fait que là, ils savent pas s'ils vont faire sortir les ingénieurs. Il n'y a plus rien qui rentre puis qui sort du camp. Fait que tu sais, nous autres, quelque part, on se dit, bah, c'est pas grave, nous autres, on est en vacances. Ouais, mais sauf que, ben, tu reviennes, là. Ou quand tu veux du ravitaillement. Ouais, mais c'est ça, mais le ravitaillement, là, je me suis mis à penser à ma gang. J'ai dit, hey, OK, le camp, il n'y a plus rien qui rentre, plus rien qui sort, mais là, on va avoir assez de lunch pour. En sachant très bien qu'il y avait une masse de stock d'un reefer, que les Dragoons avaient comme un petit peu trop commandé de lunch à un certain moment donné. Fait que c'était un bon timing. Fait que c'était un bon timing, mais encore une fois, c'était montrer que on n'avait pas vraiment de contrôle sur certaines choses. À tout moment, on pouvait arriver et dire on pack notre stock puis on s'en va. JF, tu as développé une condition médicale en Bosnie. Tu veux-tu qu'on en parle? Ou... Oui. Oui? Oui. Parce que je te trouve courageux de parler de ça publiquement parce que je me demande s'il y a c'est une condition médicale que les gens ont peur parce qu'ils la connaissent pas. Oui. Tu es atteint aujourd'hui du VIH. Oui. Oui. Comment c'est arrivé? Bien, la seule moyen que je pourrais voir que c'est arrivé, c'est que nos employés civils se coupaient très souvent. Okay. C'était pas des cuisiniers professionnels. Fait qu'ils travaillaient avec des couteaux, ils se coupaient souvent. Puis une de nos employés civils, on l'appelait Mickey, parce qu'elle riait comme Mickey Mouse. Vous aviez combien d'employés civils? Oh mon Dieu Seigneur, on pouvait en avoir peut-être une vingtaine. Ces gens-là faisaient de la job... la job comme on l'appelait, la job de GD, comme on appelait. Ce qu'on faisait à l'infanterie pour aider les cuisiniers. Laver la vaisselle, puis chez patates, des petites choses à côté. Tu sais, nettoyer les tables. Qui ne nécessite pas de compétences de cuisinier. C'est ça, nettoyer les tables quand les gars avaient fini de manger, puis tout ça, puis ils nous aidaient aussi à nettoyer la cuisine, puis tout ça. Puis ça arrivait très, très, très souvent qui se coupaient, puis c'est nous autres qui devaient leur prodiguer les premiers soins. Puis on s'entend qu'en 95, de mettre une paire de gants, c'était comme « Hey, j'ai pas le temps. Fait qu'on intervenait tout de suite sans se soucier que le sang pouvait être dangereux. Parce qu'on se rappelle qu'en dans les années 90, c'est pas avec le sang qu'on nous faisait peur. On nous faisait passer des annonces de Karl Marotte et Marie Norsini, puis on mettait des condoms, là, faites attention. Fait que de ce côté, sinon, c'était associé à l'homosexualité. Encore. Fait que moi, dans ma tête, c'est que dans mes relations, je me protégeais. Fait que je me pensais protégé. Sauf que le côté sang, j'ai jamais pensé. Puis on nous a jamais dit non plus, faites attention, si vous touchez à du sang, il y a des gens qui peuvent avoir de l'hépatite, le VIH, peu importe, ils peuvent avoir des maladies qui sont rattachées à leur sang. Faites attention. Ils ne me disaient pas ça. Et à un moment donné, Mickey, elle s'est slicée. Mal sale. L'intérieur de la main avec le slicer de viande. Ouf. Puis moi, je suis à côté, puis j'entends crier puis hurler. Tout ce que je vois, c'est du sang, puis Mickey qui se tient la main, puis je vois des os. Tout ce que j'ai réagi, c'est j'ai pogné sa main, j'ai nettoyé le pastrami qu'il y avait dans sa main, parce que j'ai refermé la peau. J'ai fait un bon français, une pression-élévation. Ils m'ont strappé mes mains avec sa main. C'est ma main qui faisait pression sur sa main. Carrément. Puis on l'a amené comme ça au médical. Puis
après ça, moi, ben là, je me lavais les mains. Ouais. Plus je me lavais les mains, j'avais les mains roses. Parce que le sang va rentrer dans ma peau. OK. Puis veux pas, comme les médecins m'ont dit, juste un petit reculon. Ça n'a pas besoin d'être une lacération. Non, c'est assez. Puis le contact dermatique est assez important que... Parce que tu avais été exposé sur ta peau sur la au peau, sang les durant plaies, longtemps, puis tu sais. veux pas, comme cuisinier, tu te coupes tout le temps, Ouais. tu sais. J'avais peut-être des petites micro-coupures au niveau de mes doigts. C'est que le virus, au lieu d'être fort dans mon système au début, il était là, mais en faible quantité, qui a fait qu'il s'est développé au cours du temps. Comment tu réalises ça que t'es... comment tu as réalisé que c'est arrivé là? Puis combien de temps que ça prend avant que tu réalises que tu es infecté? Quand j'ai l'ai su, quand le médecin m'a annoncé que j'avais cette maladie-là, premièrement, il me pose toutes les questions. As-tu utilisé des drogues intraveineuses? Ouais. Est-ce que tu as eu des relations homosexuelles non protégées? Est-ce que tu as eu des relations hétérosexuelles non protégées? Est-ce que tu as eu des Prostitué. prostituées non protégées? Blablabla. Puis là, à un moment donné, elle tombe à contact avec le sang. Ouais. Y en avait-tu des prostituées en Bosnie à ce moment-là? Il y en avait, OK. mais c'était out of bounds. Il y avait Bon, des je sais pas de cachette, bordels. il y a des soldats Il y avait des qui bordels allaient qui étaient runnés par la mafia croate, Ouais. mais fallait que tu saches c'était où pour pouvoir y aller. OK. Moi, j'ai su à un moment donné qu'il y avait un endroit de ce genre-là quand j'étais à Kisiliak. Parce qu'un des Britanniques s'est ramassé là un soir par... pas bon, on va dire par accident, là, Ouais. mais... Puis qui nous l'a raconté. Mais moi, c'était pas... puis j'étais de la génération de se protéger. Tu sais, j'étais un gars qui était bien titilleux, bien pointilleux là-dessus. Moi, Désolé pour la parenthèse, mais le médecin t'a dit contact du sang, fait que là, tu racontes cette histoire-là. Mais là, à ce moment-là, il me dit, t'as-tu été en contact avec un flot de sang important? Puis là, moi, je dis, quand j'étais en Bosnie, nos civils se coupaient, puis ben, elle dit, je parle pas d'une petite coupure, elle dit, une bonne coupure. Là, j'ai raconté la fois de Mickey. Elle dit, est-ce qu'elle était infectée? Je sais pas, c'était pas écrit dans son visage. Là. Mais je sais que Mickey, elle a eu beaucoup de chums. Elle aimait beaucoup les Canadiens. OK. Tiens, puis... On peut penser qu'elle... ça peut être ça peut être un paquet de facteurs, ça peut être un paquet Et toi, tu d'affaires. avais eu connaissance qu'il est possible qu'elle avait des relations amoureuses ou sexuelles. Ben, moi, je savais que Mickey, parce que quand je suis arrivé là, tout le monde me parlait de Mickey, puis il disait, ah, ouais, c'était ma blonde sur l'ancien tour, OK, puis OK. ça, puis, tu sais, Elle avait une réputation. elle avait une réputation que quand il y a un nouveau contingent qui arrivait, elle se faisait un chum dans le nouveau contingent. Puis, j'ai lu dans de la documentation en faisant mes recherches, parce que je veux pas, je voulais faire reconnaître cette affectation-là par ACC. Ouais. Puis, en faisant mes recherches, j'ai remarqué qu'en 1995, le taux de VIH en Bosnie était beaucoup plus élevé qu'on pense. OK. Il y avait des contingents qui étaient là, qui arrivaient de pays qui étaient des pays qui étaient porteurs de VIH. On avait des troupes qui venaient du Ghana, on avait des troupes qui venaient des pays africains où le VIH Était beaucoup plus présent. était beaucoup plus présent. Quand ils sont venus en Bosnie, plus l'exploitation sexuelle qui se faisait sur le terrain. T'as pas de preuve de ça, c'est toutes J'ai des aucune hypothèses. preuve de ça. Non, mais je veux juste le dire pour pas C'est que... ça, là. que C'est tu toutes sois mal des cité. hypothèses. Ouais. Puis, si ACC aurait voulu reconnaître mon VIH, il aurait fallu que je retourne en Bosnie, trouver Mickey, faire passer une prise de sang à Mickey. Ouais. Si à ce moment-là, elle est séropositive, là, on va reconnaître que peut-être. Mais à ce moment-là, c'est...
C'est pratiquement impossible. C'est impossible. C'est impossible. Là. Je me vois pas retourner à Visoco. Mais il y avait quand même des témoins quand elle s'est coupée. Il y avait des témoins. Il y a des témoins qui ont été là. Tu as été capable de prouver potentiellement la relation entre ton affection puis le service. Puis cette personne-là, oui. Mais comment tu te sens quand tu apprends ça? C'est comment? T'es à la chaise du médecin? T'es comment? Le médecin te dit viens-t'en, faut que je te parle. Comment tu apprends premièrement, ça? le médecin t'appelle. Il te dit j'ai eu tes résultats de test sanguin, il faudrait que je te voie. Puis tu allais passer des tests sanguins, pourquoi? Parce que j'étais tout le temps fatigué. J'avais l'impression que, pareil, si j'aurais comme une mononucléose. Mm-hmm. Mais souvent, que quand tu vas passer des prises de sang, s'ils ne cherchent pas la protéine précise du VIH, ils vont interpréter ça pareil si tu ferais une mononucléose. Okay. C'est une baisse de globules blancs, puis tout ça. Puis c'est pareil comme une mono quand ils l'interprètent en regardant la chart du blood sample. S'ils ne recherchent pas la protéine VIH, ils la trouveront. Ils peuvent pas te le dire si tu l'as. Fait que, en premier, avant de déménager à Montréal, parce que j'étais encore... C'est pas ça qu'ils suspectent, tu sais. Fait que c'est pas dans les... C'est ça. Avant de quitter pour Montréal, parce qu'avec mon ex-conjointe, on déménageait à Montréal quand j'ai quitté les forces. J'avais passé des tests, puis il m'avait dit tu fais une mono. Bon. Fait que finalement, une mono. Fait que c'est vrai beau. Déménage à Montréal, 1 mois et demi, 2 mois. Je me suis dit, bon, la mono doit être passée, mais j'avais encore des affaiblissements, j'avais encore des faiblesses, puis j'avais encore des problèmes de santé. Puis là, je me demandais, c'est quoi qui se passe? C'est quoi les autres troubles de santé qu'on peut en j'ai commencé à avoir des problèmes avec le lactose. Okay. Je suis devenu intolérant au lactose. Puis les autres problèmes de santé, tu perds du poids. Okay. Où tu manges, tu gagnes aucun poids. Tu es tout le temps fatigué. Tu sens que tu vas pas bien. Fait que là, je repasse des prises de sang, mais là, à ce moment-là, elle dit, on va faire un bilan de sang complet. Elle dit, on va checker VIH puis tout. Moi, dans ma tête, c'était, OK, pas de problème. Mais là, c'est quand elle m'appelle et qu'elle me dit, j'ai reçu tes résultats, il faudrait que je te voie. Là, tu sais qu'il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Mais quoi? Ouais. Puis, je suspecte pas le VIH. Je suis loin de suspecter ça parce que j'ai jamais eu de comportement à risque. À part la fois que j'étais en contact avec du sang. Mais encore à ce moment-là, ils ne considéraient pas le sang comme à risque. Ouais. Fait que, passe le bilan de sang, puis ça, c'est là qu'elle m'annonce, puis qu'elle me dit, ça peut être un faux positif. Elle dit, on va repasser une autre prise de sang pour être sûr que c'est ça. À ce moment-là, on dit, on va aller chercher la charge virale et les CD4. Les CD4, c'est la force de ton système immunitaire à l'intérieur. OK. Puis... pour savoir si ton système est capable de se battre. C'est ça. Puis la charge virale, comment que le virus est fort, pour savoir aussi en même temps quelle sorte de médication qu'on va te donner. Ouais. Puis ça, c'est à la clinique L'Actuelle à Montréal qu'on avait fait ce bilan-là. Mais en premier, c'était comme, non, c'est impossible. C'est impossible, c'est la négation totale. Ouais, fait que t'es dans le déni. Dans le déni, passe une autre prise de sang. Finalement, c'est encore positif. Encore une fois, excuse-moi, dans le déni, mais à ce moment-là, je communique avec... courageux de parler de ça, c'est fou. Je trouve vraiment courageux. À ce moment-là, je communique avec la clinique actuelle du docteur Thomas. Puis c'est le docteur Thomas qui est une sommité au Québec sur le VIH. Puis sa clinique, c'était la clinique spécialisée pour les cas de VIH. Fait que je suis allé consulter à la clinique actuelle. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on m'a pris en charge, médication. Mais là, deuxième test, t'es plus dans le déni, là. Non. C'est quoi qui se passe dans la tête? T'avais fini? Ah oui. Moi, c'était ma vie est finie, je vais mourir. Je faisais mon testament, puis c'était comme à qui me reste de temps, là. Jusqu'à temps qu'ils me disent non, tu peux vivre jusqu'à temps d'être très vieux, là, avec la nouvelle médication. Fait qu'on me met sur un nouveau médicament qu'on appelait à l'époque le Trisivir. Okay.
qui était 3 médicaments en un, parce qu'anciennement, les gens devaient prendre une quantité phénoménale de médicaments pour pouvoir se soigner. Puis on a regroupé tous ces médicaments-là en un seul. Mais le seul problème, c'est que les médicaments étaient tous de la même catégorie. Puis la chose qui est dangereuse, c'est que le VIH décode les médicaments. Okay. Surtout décode... Il s'adapte? Il s'adapte. Puis il décode les médicaments de la même catégorie. Okay. Fait que là, mon médicament va cesser de fonctionner peut-être après une dizaine, quinzaine d'années. Donc, tes symptômes ont recommencé. Perte de poids, fatigue, jusqu'à temps que... Laisse-moi te poser une question. Comment on annonce à sa conjointe à ce moment-là que t'es... Ben, quand je l'ai su, elle était avec moi, mon ex-conjointe. Ah, elle était avec toi? Elle était avec moi à ce moment-là. C'était difficile parce qu'elle aussi a dû passer des tests parce que au début de notre relation, on avait passé des tests plus pour les MTS que d'autres choses. Puis vu qu'on était négatifs tous les deux, ben, à ce moment-là, on avait cessé d'utiliser le condom. Mais là, de savoir que j'étais séropositif, là, OK, là, on va réutiliser le condom. As-tu paniqué? Ça. Elle a paniqué un peu. Puis ça a été un des éléments déclencheurs qui a fait qu'on s'est quittés. Sans même savoir si elle était affectée. Elle n'était pas affectée. Elle n'a jamais été... Fait après qu'elle ait eu ses résultats, c'est là qu'elle a décidé de quitter ça a pris un petit peu de temps, un peu. On a redéménagé dans notre coin de pays, la Mauricie. On a déménagé de Montréal, on s'est en allé à Saint-Tite. Puis c'est quand on a déménagé à Saint-Tite, disons que tout a éclaté. Parce que tu là... penses que c'est dû à la crainte? Il y avait la crainte de ça. Il y avait moi aussi qui était dans une position un petit peu fragile. Parce que là, j'ai mon PTSD qui était en train de prendre le dessus. Parce que j'ai fait ma demande quand j'habitais à Montréal en 2002. Mm-hmm. Puis j'ai commencé à être pensionnaire en 2002. Fait que j'avais ça déjà qui allait pas bien, plus cette nouvelle-là. Ouais. Puis là, j'étais vraiment dans une autre planète. Là. J'étais plus là, disons, moi, je pourrais expliquer ça. Pas que je m'en allais dans le mur, mais je voulais m'en aller dans le mur. Tu commences à avoir des idées suicidaires? Ben, je me disais, je me pétais à la face assez solide que je donnerais pas de chance, je vais mourir d'une autre manière ou d'une autre. Quand tu dis je donnerais pas de chance, c'est à toi, ça? À maladie. À maladie. Parce que la maladie, Tu l'as jamais accepté? Je l'ai jamais accepté, puis je la respecte pas. Parce que... Comment je pourrais dire? Tu sais, c'est... Quand tu veux pas quelque chose, puis tu l'as pareil. Mm. Tu sais, c'est le fameux cadeau empoisonné. Ben, moi, le cadeau empoisonné, je vis avec encore aujourd'hui. Mm-hmm. Je m'en serais passé. Mais quel meilleur moyen de pas y donner de penser, pas y donner d'idées, pas prendre le temps de m'apitoyer sur mon sort, que quand tu le respectes pas, ben quand tu y penses pas. Mm. Mais tu décides aujourd'hui d'en parler publiquement. Je n'ai toujours parlé publiquement. Ouais. J'ai toujours été ouvert avec mon VIH parce que c'est pas parce qu'on vit avec une affectation, peu importe que ça soit les hépatites, que ça soit le VIH, que ça soit... Peu importe. Tout ce qui peut être contagieux, dans le fond. Tout ce qui peut être contagieux. Si la personne contrôle et connaît sa maladie, il n'y en a pas de problème. C'est quand tu commences à... Mais il doit y avoir beaucoup de rejet qui vient avec ça. Parce que tu n'as pas le choix de le dire quand tu es en relation. Oui. Oh oui. J'imagine que... Puis de rencontrer des filles, c'est pas facile. Là, quand je me suis... Quand ma blonde, mon ex et moi, on s'est quittés, quand j'ai tombé célibataire, là, c'était de...
Comment tu rencontres une fille, n'importe, là? Ou comment tu approches Ouais, c'est la ça. discussion. Puis en passant, tu reviens de chez nous. Moi, mais en passant, j'ai le VIH. Fait que mais inquiète-toi pas, tu vas voir, je contrôle bien ça. c'est ça, là. Ouais. C'est de l'expliquer, là, que, ben finalement, je vais aller coucher chez nous. Tu sais, c'est... Fait que tu vis avec ce rejet-là. C'est ça. Et j'ai des filles qui l'ont accepté, qui ont dit, OK, il n'y a pas de problème, tant que tu le protèges, puis tu fais attention, comme la conjointe que j'ai aujourd'hui. Elle n'est pas affectée. Non. Puis on s'est toujours protégé. Ouais. Quand on a eu nos enfants, on est allé par des cliniques de procréation assistée qui nous ont assistés dans tout ce processus-là. Parce qu'en premier, parce qu'il y a des cliniques qui font ce qu'ils appellent le nettoyage du sperme. Ils peuvent aller retirer toutes les maladies, toutes les maladies génétiques. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, c'est une clinique spécialisée à Boston qu'eux, ils vont mettre des antibiotiques, des choses comme ça, pour tuer justement les virus qui vont se cacher au niveau génétique, au niveau des spermes. Là. Fait que la seule clinique qui faisait ça, c'était à Boston. On avait vérifié, mais ça coûtait, je pense, c'était 2500$ juste l'ouverture de dossier. Ça comptait pas les voyages à Boston. Spécialisé. Plus les fait que on est allé, on a décidé de prendre un donneur. Puis le donneur, ben, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ont trouvé quelqu'un qui me ressemblait beaucoup. Tu vois? Puis quand on regarde la photo de mes enfants, il y a beaucoup de gens qui vont regarder mes enfants et vont dire « Hey, il te ressemble. » Mais parce que la clinique ont été assez tu sais, wise, puis tout ça. Puis tu sais, veux pas, on avait jasé avec le médecin, puis j'avais dit, je dis, j'ai pas envie de me ramasser avec un blond aux yeux bleus, là, tu sais, on s'entend que, tu sais, fait que... Moi, pas un bébé noir. Ouais, ben bébé noir ou un chinois, là, ou un asiatique, là, tu sais, malheureusement. Je les aime bien, là, j'ai aucun problème. Mais c'est aussi pour l'enfant, pour pas qu'il se fasse poser 10 000 questions toujours, tu sais. C'est ça. C'est pas ton papa. Mais C'est oui, ça. c'est mon papa. Fait que... On va éventuellement le dire à nos enfants, mais pour l'instant, c'est comme ça. On laisse ça comme ça. Mais où est-ce que de où ton PTSD est arrivé? moi, j'ai l'impression que c'est quand on allait, malgré le fait que je travaillais dans la cuisine, quand on avait des journées de congé, on donnait l'opportunité d'aller visiter ou d'aller à des endroits différents. Puis je suis allé 2 fois à l'orphelinat à Drin. C'est un orphelinat c'était des enfants malheureusement handicapés qui avaient des syndromes de Down, trisomie 21, des choses comme ça. Puis ces enfants-là, ils avaient été abandonnés par leur famille à cause de la guerre. Où les familles étaient décédées. Puis je me rappellerai tout le temps qu'il y avait une petite fille qui était là. Puis à chaque fois qu'on y allait, les 2 fois qu'on est allé, elle était tout le temps toute seule, assise sur son lit, puis il n'y a pas personne qui y touchait. Puis la 2e fois qu'on est allé, c'est là que j'ai décidé d'aller la voir. Puis j'avais tout le temps, dans nos fracs vestes, puis ils vendaient ça au ketchup, on avait des petits nounours avec des bérets bleus, on donnait ça aux enfants. Moi, j'entraînais tout le temps un dans ma frac veste. Les enfants trouvaient ça drôle, puis des fois, il y en a un qui tirait dessus, hop! Il venait de le gagner. T'sais. Fait que je m'en vais m'asseoir à côté d'elle. Puis la première affaire que quand je la regarde, elle s'est levée la tête, elle m'a regardé, puis elle s'est accotée la tête sur moi. Quand elle a fait ça, j'entendais crier les infirmières. J'ai dit, ça y est, je viens de faire de quoi que je n'avais pas le droit. Puis on était avec Padre Eli et Elisouaille. Puis Padre Eli, il dit non. Il dit, parce que cette petite fille-là, ils l'ont trouvée sur le bord de la rue, puis il n'y a pas personne qui est capable d'y toucher. T'es le premier qui y touche. T'es le premier à qui qu'elle touche. Puis toute cette journée-là, je l'ai traîné dans mes bras. Puis tu sais, quand tu dis que je l'ai ramené dans mes valises, j'ai une fille aujourd'hui, puis ma fille, je vois cette petite fille-là dans ses yeux. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé d'elle. On n'est jamais retourné à l'orphelinat, malheureusement. Mais j'ai toujours eu cette petite fille-là dans ma tête.
Puis un autre événement qui est arrivé, à un moment donné, je m'en allais faire mon... Je me suis ramassé en devoir une coupe de shot au poste de commande. Puis je m'en allais faire un de ces devoirs-là un soir. Puis justement, il y a une grenade qui s'est ramassée sur notre bord. Puis elle a tombé peut-être à trentaine de pieds de moi. Tout ce que j'ai... Écoute, j'ai paniqué, mais tout ce que j'ai vu, c'est 2 tonnes et demie. Puis la première affaire que j'ai... le réflexe que j'ai eu, c'est de me garocher en dessous du 2 tonnes et demie. Puis de faire une boule, puis de me mettre en boule, puis juste prier. Puis quand ça a pété, je sais pas si c'est de la garnotte, du sable ou du shrapnel qui est revolé sur le côté du truck, mais je me rappelle que ça pétait sur le bord du truck. Puis c'est tard, puis la poussière. Puis j'ai sorti dans le dessous du truck, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a sorti dans le dessous du truck. Puis la première affaire qu'ils ont dit, t'as-tu de quoi? T'es-tu correct? J'avais rien, j'avais pas de trou. Puis moi, la première niaiserie que je dis, c'est « Hey, wow, je viens de survivre à une grenade! Ouais. » C'est la même réaction que moi. C'est comme « Hey, la cave, si t'aurais pas de jumper en dessous du truck, t'aurais peut-être été poivré de shrapnel. C'est comme... Tu réalises-tu là, que t'étais à ça, là? Ma réaction est pas c'est pas raisonnable. Hein? Non. C'est complètement Tu sais, c'était comme... Puis, écoute, le soir même, l'officier du poste de commande, il me donnait... Et quand on travaillait au PC, il me donnait la chance d'appeler, de prendre son téléphone pour d'appeler au pays. Puis, je m'en rappelle, j'appelle mon chum de gars, puis je brague que je viens de survivre à une grenade, je brague que je viens de survivre à une explosion de grenade. C'est comme... Aujourd'hui, j'en parle, puis je me trouve niaiseux parce que... Puis même à ce moment-là, il aurait dû dire, là, tu t'en viens avec nous autres, là. Là, faut te débriefer, faut que tu te calmes. Mais au contraire, j'étais hype, puis ah ouais, puis le sentiment d'invisibilité. Puis jusqu'à temps que tu entends ton premier mortier tomber. Ils ont shoté une fois au mortier sur notre camp. Puis ça, encore une fois, tu te sens pas gros. T'es entends siffler, t'es entends péter. La grosseur des explosions te fait réaliser à quel point tu es vulnérable. Oui. C'est fou. Là. C'est fou. Je tapais dans mes mains, moi. Je tapais dans mes mains euphorique. Je sautais. Comme si j'avais gagné quelque chose. Ah, moi, j'étais... Mais ce sentiment-là d'invincibilité, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir eu. Oui. Puis à un moment donné, tu deviens insensible à force justement de voir des choses péter autour de toi, puis tu te protèges de moins en moins. J'ai envie de te poser la question parce que tu dis aujourd'hui, puis ça fait référence au VIH, tu dis que c'est possible d'avoir des relations sexuelles complètes, mais ne pas être à risque si tu fais les choses correctement. Oui. Qu'est-ce qui a besoin d'être fait? La médication. La médication, elle est très, très, c'est très une éducation journalière? C'est tous les jours. OK. À tous les jours. Si tu sautes, qu'est-ce qui arrive? Oh mon Dieu. Là, à ce moment-là, je donne une chance au virus. Okay. Je donne une chance au virus de OK, c'est quoi là qu'il me donne? Ouais. OK. Il va se mettre à comprendre ou à décoder. Donc, ça prend une assiduité. C'est ça. Puis et aussi, les avancées dans la médecine, on est très chanceux parce qu'on recule 20 ans en arrière, puis on est à une autre place. On recule 25 ans, 30 ans en arrière. On est à un autre endroit. Les gens mouraient de ça. Les gens mouraient. Tu avais le VIH, c'était mon homme. Signe là, c'est ton testament, puis à qui tu lègues, puis c'est tout. Là. Puis tu vas voir que ça finira pas bien. Là. Non. Ça fait mal. Oui, ça parce que c'est si ton corps se shut down, c'est... Peu importe ce que tu vas attraper, tu n'as plus de système immunitaire pour te protéger. Ouais. Fait que si c'est une pneumonie, tu vas te noyer dans tes poumons. Si c'est n'importe quelle autre maladie, le virus va l'aider. Si tu pars de chez vous, pas de médication, tu revires de bord et tu vas la chercher? J'ai pas le choix. T'as pas le choix. J'ai pas le choix parce qu'à quelque part, je veux pas y donner de chance. Ouais.
Si quelqu'un est moins assidu, y a-tu moyen d'avoir ça par intraveineux? Y a-tu moyen de... Maintenant, oui. Maintenant, oui. Comme encore une fois, les avancées dans la médecine sont tellement phénoménales que maintenant, il y a une injection qui existe. Tu reçois une injection par semaine ou par mois. Ouais. Puis, tu n'as même plus besoin de prendre de médicaments. C'est que le virus va se battre contre lui-même. Moi, je suis comme... pour savoir si... toi, tu as encore avec la médication? Moi, j'ai encore la médication traditionnelle. Ouais. C'est que là, maintenant, je suis sur une médication. J'ai 4 médicaments différents de 3 catégories différentes. Fait qu'en me donnant 3 catégories différentes, c'est que si le virus décide en décode un, il me reste les 2 autres pour venir backer up. Fait qu'à ce moment-là, ils sont capables de se revirer de bord, de dire « OK, c'est bon, on va te donner tel autre médicament qui va venir compléter celui-là. » J'ai des questions en rafale. Port du condom, obligatoire aussi. Oui. Les risques, une fois la prise de médication, les condoms utilisés, c'est quoi les risques? Plus ta charge virale elle est basse, qu'elle devienne... Ça dépend qu'elle devienne... Mais en prenant ta médication assidûment, ta charge virale va tomber, qu'est-ce qu'on appelle indétectable. C'est que le virus est tellement faible dans ton système qu'ils sont même plus capables de le trouver. Okay. À ce moment-là, il reste des risques. Les risques sont beaucoup moins grands. C'est quoi le pourcentage? Est-ce que tu le connais? Je te dirais peut-être un 20%. Okay. Mais le 20%... pour moi, il est encore trop gros. Ben oui, c'est gros. Le 20%, il est encore trop... Moi, je suis tellement badlocké que je sais que si, mettons, il arriverait quelque chose, que ma conjointe et moi, on aurait une relation non protégée, je sais que je rentrerais dans le 20%. Je suis chanceux de même, moi. Mais c'est justement, c'est pour la petite chance qu'il y a d'infecter une autre personne, c'est pour ça que c'est important. Y a-t-il des risques? Aucun risque. Aussitôt que le virus tombe en contact avec l'air, il meurt. Il faut qu'il soit dans un milieu humide. Sinon, c'est coupure, sang. Coupure, sang. Mais encore là, ça prend une grande quantité de ce que... grande quantité de sang, sécrétion anale, vaginale, micro-lésions. Souvent, mettons, comme les homosexuels, quand la maladie se transmettait, c'était souvent quand il y avait une relation anale, souvent qu'il arrivait des micro-lésions qui se faisaient au niveau de l'anus, et souvent que la personne pénétrante, on peut dire, avait des micro-coupures ou des petites blessures au niveau du pénis. Fait qu'à ce moment-là, le transfert était beaucoup plus important. Toujours la même chose, une femme qui peut avoir des petites lésions vaginales, puis une personne qui va avoir une petite lésion au niveau du pénis. Mais si nous avons une relation sexuelle, cette petite coupure-là peut faire que peut être un site d'infection. Peut être un site d'infection ou peut être une manière plus directe du virus de se transmettre qu'au niveau des muqueuses vaginales, anales. Jeff Dupont, merci d'avoir démocratisé un peu cette maladie-là qui aujourd'hui, je pense, le système de santé comprend mieux, meilleure prise en charge, meilleure protection pour les gens infectés comme les gens qui sont en relation avec ceux qui sont infectés. Merci pour ton service, merci pour ton témoignage. Je souhaite longue vie à Exploring Harley. Je te souhaite d'explorer encore énormément de sites. Je sais que tu t'en vas bientôt pour une formation comme assistant caméraman parce que là, tu veux travailler davantage en arrière des caméras. Oui, je me suis inscrit à l'Actis et je vais aller faire la formation obligatoire de l'Actis. Puis quand le programme d'assistant caméraman, là, il y aura une cohorte d'ouverte, je vais m'inscrire. Puis, parce que comme tu disais au début, j'ai travaillé sur des plateaux de tournage, puis j'ai tellement aimé l'atmosphère, j'ai tellement aimé la camaraderie, puis tout l'outfit, tout le monde. Là, puis c'est tellement le fun, c'est tellement enrichissant. Puis j'aime tellement travailler avec l'image. Oui, paranormal pour une grosse partie, mais j'aime filmer. Okay. En terminant, tu vas me dire le site le plus épeurant du Québec, c'est où?
Je te dirais que ça serait Rivière-la-Guerre, l'ancien cimetière abandonné de Rivière-la-Guerre dans le coin de Valleyfield. T'as couvert ça Oh en oui, je reportage. suis allé plusieurs fois. C'est sur ta chaîne YouTube? C'est sur ma chaîne YouTube. Exploring Harley. Merci infiniment, Jeff Dupont. On doit mettre fin à l'émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez nous encourager, allez vous abonner à la chaîne YouTube. Le Soundcheck Podcast, sinon les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Steven Bilodeau, humoriste. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci de supporter ce projet-là qui est le Soundcheck Podcast Studio. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission du Soundcheck Podcast Studio. Ciao!